Live Invest, comment doper le rendement de son contrat avec CG Finance. Eh bien, c'est toujours Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants organisé par Radio Patrimoine et toutsurmesfinances.com. Merci d'être toujours connecté avec nous. On va commencer ce premier atelier intitulé « Comment doper le rendement de son contrat d'assurance vie ». Normalement, on devrait être avec Christophe Goudal, associé fondateur de CG Finance. Bonjour Christophe. Bonjour. Voilà, vous êtes dans le sud de la France, donc du coup, vous n'êtes pas dans le studio. C'est un peu compliqué en ce moment avec la crise sanitaire. Est-ce qu'il fait beau au moins dans le sud de la France ? Oui, j'ai dû baisser le store, sinon j'ai le soleil dans les yeux, pour tout vous dire. Oh non, là vous êtes dur. Là c'est très très dur là ce que vous êtes en train de faire. Christophe, est-ce que vous pouvez nous présenter s'il vous plaît CG Finance ? Oui, bien évidemment. Donc CG Finance est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine que j'ai créée en 2014. Nous sommes une équipe de 9 personnes au service d'environ 500 familles qui nous ont confié un peu plus de 200 millions d'euros d'actifs financiers. CG Finance, vous venez de le dire, nous sommes basés à Sophia Antipolis, donc dans le sud de la France. Nous avons également des bureaux sur Paris, Nantes et aux États-Unis. Notre métier consiste en fait à accompagner nos clients dans la gestion globale de leur patrimoine, à savoir sur la fiscalité. Donc très souvent, nos clients viennent nous voir nous demandant, pour faire simple, comment faire pour payer moins d'impôts. Nous les accompagnons également sur toutes les problématiques juridiques. Une question fréquente est également comment je peux transmettre du patrimoine à mes enfants à moindre coût, comment je peux protéger mon conjoint survivant. Autre conseil qu'on apporte à nos clients, c'est tout ce qui est le conseil financier. On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, c'est le cadre de l'interview. Également, nous conseillons nos clients sur la gestion du patrimoine immobilier, tout ce qui est également mutuelle prévoyance. Et enfin, nous avons une activité de cession-acquisition d'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, Christophe, je vais vous poser la question en fait de cet atelier. La problématique essentielle, c'est comment peut-on aujourd'hui augmenter le rendement de son contrat d'assurance vie, alors que comme on l'a vu précédemment, le rendement des fonds en euros, qui représente quand même 77% de l'encours de l'assurance vie, ne cesse de s'éroder d'année en année sous l'effet des taux d'intérêt au plancher. Alors comment est-ce qu'on fait pour doper son contrat d'assurance vie ? Oui, très bien, en effet. Alors, pour faire simple, dans un contrat d'assurance vie, il y a 2 grands types de placements. Vous l'avez dit lors de la première interview. Il y a donc le fonds en euros qui garantit le capital. Le capital est disponible à tout moment et les rendements ne font que baisser. Et il y a ce que l'on appelle les unités de compte qui, elles, ne garantissent pas le capital, permettent de doper le rendement. Et il existe différents types d'unités de compte qui permettent en effet de doper le rendement de son contrat d'assurance vie. Je vais vous les présenter de façon à la suite le risque le plus faible au risque le plus important. Donc tout d'abord, il y a ce que l'on appelle la pierre papier. La pierre papier, ce sont les SCI, SCPI et OPCI. Ce sont des sociétés qui en fait regroupent des milliers d'épargnants. L'objet de ces sociétés est donc d'acquérir des immeubles, des murs de restaurants, des murs d'hôtels, d'encaisser des loyers. Eh bien, soit elles redistribuent sous forme de coupons de dividendes les loyers qu'elles encaissent, c'est le cas des SCPI, ou bien elles capitalisent les revenus qu'elles encaissent, et donc la valeur de la part de la société civile augmente. Alors j'en profite, excusez-moi, je vais faire un petit peu d'autopromo, c'est juste pour vous dire que demain, on va parler d'immobilier, qu'il va y avoir un atelier qui va être justement consacré au SCPI, où j'espère on vous expliquera tout de ce support d'investissement qui effectivement cumule plusieurs avantages, et vous l'avez dit, par exemple, il n'y a pas besoin de gérer les relations avec les locataires, et c'est vrai que ça peut être des fois compliqué, délicat, les relations avec les locataires. Je vous écoute, Christophe, oui. Désolé. Donc on parlait effectivement de la pierre papier. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans les unités de compte ? Alors, il y a bien évidemment les supports actions. Donc là, le choix est très très large. Vous pouvez investir sur des actions françaises, des actions européennes, américaines. Je ne vais pas passer tous les pays. Vous pouvez également investir sur des supports actions thématiques, ce que nous conseillons actuellement. Donc la thématique, par exemple, de la santé,
du digital, de l'environnement, mais vous pouvez également investir sur des supports qui investissent dans l'or, en fait, pour suivre l'évolution du métal précieux qui est l'or. Donc là, les rendements attendus sont l'ordre de 7 à 8%, et on est sur un horizon d'investissement de plus de 5 ans, parce qu'il y a un risque qui est associé, bien évidemment, à ce type de support. Excusez-moi, je vous coupe encore. Faut également faire attention quand même aux frais de gestion aussi de ces supports. Il faut jamais oublier les frais. C'est vrai qu'on a tendance à parler de la rentabilité, mais la rentabilité brute, et on ne prend pas assez en compte les frais et puis la fiscalité. Tout à fait. Alors, concernant les frais, vous pouvez soit investir via des unités de compte, des SICAV ou des fonds communs de placement sur actions, mais certains contrats proposent également ce qu'on appelle des trackers ou des ETF, où là, les frais de gestion sont un peu plus faibles. Et en fait, ces produits financiers, tout simplement, suivent l'évolution d'un indice. Après, notre rôle, nous, de conseiller, c'est de trouver les gérants qui apportent une surperformance par rapport à l'indice, bien qu'il peut y avoir en effet des frais de gestion. Et donc là, je le disais, le rendement attendu est de l'ordre de 7 à 8% sur un horizon d'investissement supérieur à 5 ans. Ensuite, autre classe d'actifs, et ce sera la dernière dans mes exemples, c'est ce qu'on appelle les produits structurés. Donc en fait, un produit structuré, c'est une solution d'investissement qui combine plusieurs produits financiers, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu complexe, et ces produits financiers, une fois associés, en fait, offrent un couple rendement-risque que n'offrent pas les produits traditionnels. Le rendement va être en fait va dépendre de l'évolution du sous-jacent du produit structuré. Le sous-jacent, c'est tout simplement un indice, le CAC 40, l'Eurostoxx 50, ou bien un panier d'actions. L'intérêt de ces produits, c'est qu'on connaît à l'avance la durée d'investissement. C'est au maximum 10 ans. Et il existe deux grands types de supports de produits structurés. Vous avez ce qu'on appelle les autocalls et les Phoenix. Donc l'autocall, pour faire très simple, durée maximum 10 ans, et le produit est rappelé ou remboursé, c'est le même terme, ça veut dire en fait qu'on rend à l'investisseur son capital et le rendement qui était prévu, eh bien, le produit est rappelé si le sous-jacent, donc on va prendre l'exemple du CAC 40, atteint le niveau qu'on a préétabli lorsqu'on a fabriqué le produit structuré à une date donnée, une date anniversaire, qui peut être trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Ces produits sont dits des produits de capitalisation, on donne le coupon à la fin. Et vous avez l'autre grande classe qui sont les Phoenix. Le fonctionnement est à peu près la même chose, sauf que le rendement n'est pas capitalisé, mais le rendement va être distribué sous forme de coupon, pareil, tous les trimestres, semestres ou tous les ans. Ce type de produit, vous avez un horizon d'investissement qui est de l'ordre de 10 ans. En règle générale, ces produits sont faits sur 10 ans maximum. Voilà des différentes classes d'actifs qui permettent de diversifier, ça c'est important, son patrimoine financier et de doper le rendement de son contrat d'assurance vie. Mais bien évidemment, tout cela doit intégrer ce que l'on appelle le profil de risque de notre client, donc le risque que vous êtes prêt à prendre et votre horizon d'investissement. Vous l'avez compris, on va de 3-4 ans pour la pierre papier jusqu'à 10 ans pour les produits structurés. D'accord, merci Christophe. Je rassure nos internautes, si vous n'avez pas tout compris, alors d'abord il va y avoir un replay, c'est-à-dire que dès cet après-midi sur Internet, vous pourrez revoir cette émission. Et puis par ailleurs, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc si Christophe est allé peut-être un petit peu trop vite ou si vous avez des questions bien précises sur un actif, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Christophe, vous avez dit effectivement que c'est très important de diversifier son épargne. On a, vous savez, l'adage qui est bien connu, il ne faut pas miser tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pardon. Pourquoi ? C'est vrai qu'on dit ça, on dit toujours ça, il faut diversifier son épargne, mais pour quelles raisons ? Alors, tout d'abord, diversifier son épargne, c'est choisir de placer son argent sur différents supports qui présentent chacun des intérêts différents. Il y a 3 grands points importants lorsqu'on veut diversifier. C'est quel rendement je suis prêt à prendre. À ce rendement se rattacher un risque, on l'a bien compris, vous l'avez dit une fois de plus en introduction, le fonds euro qui est du très court terme ne rapporte plus rien aujourd'hui. Si on veut du rendement, il faut prendre un peu de risque. Et donc plus on veut prendre de risque, plus l'horizon d'investissement est long. Donc on doit prendre en compte le rendement qu'on souhaite, le risque que l'on souhaite prendre et la liquidité. C'est est-ce que j'ai besoin de mon argent dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou est-ce que je peux le laisser pendant 10 ans ? L'autre importance de la diversification, c'est qu'on voit bien année après année que ce ne sont pas les mêmes classes d'actifs qui vont performer.
une année, ça va être le marché action américain, une autre année, ça peut être le marché obligataire aux États-Unis, et ainsi de suite. Tous les ans, ce ne sont pas les mêmes supports qui progressent le mieux, donc d'où l'importance de diversifier son risque et en effet, comme vous l'avez dit, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'accord, très bien. Que pensez-vous de l'eurocroissance? Alors l'eurocroissance, juste, faut un petit peu expliquer, c'est présenté souvent comme le troisième pilier de l'assurance vie. C'est un support d'investissement qui est à mi-chemin entre le fonds en euros sécurisé et les unités de compte non garanties. En fait, la garantie sur le capital du fonds eurocroissance n'est appliquée à partir d'une certaine échéance qui ne peut être inférieure à 8 ans. Que pensez-vous de de cette nouvelle forme d'assurance vie? Alors, le fonds Eurocroissance n'a pas connu un grand engouement auprès du public. C'est peut-être aussi, entre guillemets, de notre faute. Pour quelle raison? C'est comme vous l'avez dit, en effet, le fonds Eurocroissance, c'est un fonds euro. On vous garantit le capital, mais cette garantie ne fonctionne qu'à partir de 8 ans. Et ça, quelque part, ça nous ennuie. On préfère, et pourquoi au bout de 8 ans, tout simplement, c'est pour laisser du temps aux assureurs de prendre un peu plus de risques dans la gestion du fonds en euros pour essayer d'avoir un peu plus de rendement que le fonds en euros. En fait, on revient à votre question, c'est comment je dope mon contrat d'assurance vie, sauf que là, l'idée, c'est de permettre aux assureurs de doper le rendement du fonds en euros. Donc nous, on préfère, en fait, créer nos propres allocations d'actifs, c'est-à-dire notre propre répartition du risque, et ne pas bloquer tout le fonds en euros pendant les 8 ans, comme c'est le cas dans le cadre du fonds Eurocroissance. Oui, alors juste une petite précision, c'est que techniquement, en fait, c'est pas bloqué, c'est pas comme de l'épargne retraite où, par exemple, c'est vraiment bloqué. Là, vous pouvez faire des rachats avant l'échéance qui est souvent fixée à 8 ans. En revanche, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre mise. Il n'y a pas de garantie assurée sur le capital. Donc, techniquement, vous pouvez récupérer les fonds, mais vous n'aurez pas de garantie. Voilà, excusez-moi, c'était juste... C'est parce que c'était le mot blocage. C'était le mot blocage qui m'embêtait un petit peu. Le détail est important. Mais il est vrai qu'on préfère, comme je le disais, créer une allocation d'actifs où on va mettre du fonds en euros qui, lui, est disponible et garanti à tout moment. Et aux côtés du fonds en euros, mettre les différentes classes d'actifs dont nous avons parlé il y a 2 minutes. Et une classe que j'ai pas évoquée, mais en 2 minutes, qui est donc le private equity également, que l'on peut rajouter au sein du contrat d'assurance vie. Cette classe d'actifs, c'est tout simplement la capacité d'investir dans des entreprises non cotées en bourse. Alors, c'est un investissement sur du très long terme, bien évidemment, mais d'après la dernière étude faite par France Invest, c'est la classe d'actifs la plus rentable sur du long terme. Alors, c'est la plus rentable, mais c'est aussi la plus risquée. Puisque c'est beaucoup des petites et moyennes entreprises et malheureusement les risques de faillite sont plus nombreuses, sont statistiquement plus nombreuses et puis c'est pas sûr que vous trouviez non seulement des acheteurs à vos parts d'entreprise mais en plus au prix auquel vous avez acheté la part. Justement le private equity, je crois que tout est fait en fait pour faciliter le private equity dans l'assurance vie. Il y a eu des évolutions, oui. Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions et l'offre commence vraiment à se développer. En fait, vous pouvez tout simplement investir dans une unité de compte qui va être une part d'un fonds de private equity. Dans ces cas-là, il y a en règle générale, bien évidemment, il y a une durée de blocage. On n'investit pas dans le private equity pour 2 ans, on investit pour des durées de 6, 7, voire plus. Mais à la fin du produit structuré, l'avantage de l'assurance vie, c'est que l'assureur va vous assurer la liquidité lorsque vous aurez dépassé le délai de blocage de l'ordre de 6-7 ans. Alors vous avez raison, je le disais en introduction de cette classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qui est risqué. Maintenant, dans le cadre du private equity, vous avez différentes classes d'actifs. En fait, vous avez le capital risque, où là, en effet, on investit dans des startups, et là, en effet, il y a beaucoup de risques. Mais vous avez également ce qu'on appelle le capital développement, le capital transmission, où là, en fait, on va investir dans des fonds qui eux-mêmes vont investir dans des entreprises beaucoup plus matures, des PME, des ETI, et on diminue, il y a du risque, bien évidemment, mais on diminue le risque dans le cadre de ce type d'investissement. Est-ce que, Christophe, on a bien compris que non seulement c'est important de diversifier son épargne, ça on a compris, mais en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir plusieurs contrats, non seulement avec des allocations d'actifs
différents, mais pour des objectifs patrimoniaux différents et pour des horizons de placement différents. Après tout, il y a des vieux contrats qui ont encore des fonds euros qui ont des rendements plutôt satisfaisants, et puis en revanche des nouveaux contrats où là on va plutôt mettre l'accent sur les unités de compte. Voilà, donc peut-être le vieux contrat qui permet une certaine liquidité, alors que le nouveau contrat sur des unités de compte plus risquées, ça serait pour le plus long terme. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie-là ? Alors, en effet, ça va dépendre du patrimoine de notre client. Et en effet, si le client a, comme vous dites, un vieux contrat, voire des monosupports sur lesquels vous avez des fonds en euros, pour lesquels il y a des rendements garantis, donc là, il est évident que ça peut être intéressant de les conserver parce que c'est la partie sans risque avec une très bonne rémunération, une bien meilleure rémunération que les fonds en euros qu'on trouve dans les contrats multi-supports. Ensuite, ça peut être également intéressant, c'est ce qu'on dit fréquemment à nos clients, diversifier le risque, c'est également diversifier le risque de ce qu'on appelle de signature. Donc, je peux très bien souscrire un contrat d'assurance vie chez un assureur, un autre contrat chez un autre assureur, et ainsi de suite. On peut très bien, nous avons des clients qui ont 3, 4, 5 contrats d'assurance vie dans des compagnies d'assurance différentes afin de diversifier le risque de signature, donc le risque d'assureur. Ensuite, vous avez des contrats qui sont chaque assureur, en fait, a un contrat qui va apporter une valeur ajoutée par rapport à une autre. Aujourd'hui, vous avez certains assureurs qui rajoutent au sein de leur contrat d'assurance vie des fonds euros papier. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est des fonds euros qui rapportent un peu plus que les fonds euros traditionnels. Vous avez d'autres qui mettent des fonds qui investissent dans les infrastructures, par exemple. On vient de parler du private equity. Tous les assureurs ne proposent pas des fonds private equity au sein de leur contrat. Donc, c'est également important de diversifier les compagnies pour pouvoir avoir accès à des offres financières différentes et beaucoup plus larges. D'accord, très bien. Dernière question, Christophe Goudal. Faut-il transformer son vieux monosupport en euros en contrat multisupport ? Je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle le dispositif Fourgousse qui permet effectivement de transformer son monosupport en euros, donc il n'y a que le fonds euro, en multisupport, donc qui permet effectivement, en plus de son fonds euro, d'avoir des unités de compte. La seule condition, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 20% de l'encours de l'ancien contrat qui soit investi en unité de compte. Est-ce qu'il faut fourgousser son contrat, cher Christophe ? Alors en effet, l'amendement Fourgousse qui date de 2005 permet tout simplement de transformer son monosupport en multisupport sans perdre d'antériorité fiscale, qui est très important. Oui. Mais ici, il faut, en effet, vous l'avez précisé, c'est également très important, mettre au minimum 20% d'unité de compte au sein du contrat. Donc, j'en reviens à ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Ça va dépendre bien évidemment du patrimoine global du client, mais ça peut être intéressant, si vous avez plusieurs contrats, de conserver ce contrat qui, comme je le disais, très souvent offre des rendements garantis sur des fonds en euros. Donc, il faut vraiment étudier son contrat. Et puis, chose également très importante, pour nous, c'est la priorité, c'est est-ce que notre client souhaite prendre du risque ou pas ? Parce que, ok, aujourd'hui, les assureurs ont des offres pléthoriques, permettent de diversifier les investissements pour pouvoir prendre plus de risques et autres. Mais si mon client ne souhaite pas prendre de risques, je ne vais pas l'obliger à prendre du risque. Donc, fourgousser, pourquoi pas, si on veut dynamiser son épargne et donc avoir accès à différents supports, on vient de le voir, différentes classes d'actifs qui permettent de dynamiser le contrat. Donc oui, on va fourgousser, comme vous dites, et on va diversifier ensuite ses investissements financiers. Mais si vous ne souhaitez pas prendre plus de risques, conservez votre vieux contrat monosupport. Et si vous voulez prendre un peu plus de risques, pourquoi pas. Mais c'est pas obligatoire. D'accord, très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci Christophe Goudal. Je rappelle que vous êtes associé gérant de CG Finance. On va passer maintenant à la séquence questions, puisque l'intérêt de ces ateliers, c'est qu'il y a une première séquence interview. Donc là, c'était avec Christophe Goudal. Et puis après, chers internautes, vous avez la possibilité de poser des questions. Alors, il y avait 2 moyens, c'est-à-dire qu'au moment de l'inscription à l'atelier, vous avez eu la possibilité de poster une question. Donc, on a
reçu comme ça des questions en amont de l'événement, en amont de Live Invest. Et puis, bien sûr, et c'est tout l'intérêt du live, vous avez la possibilité de poser des questions par chat en direct. Donc maintenant, on va passer à la séquence questions. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Alors Christophe Goudal, est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions des internautes ? Avec plaisir. Alors il y avait une question qui avait été posée en amont, donc au moment de l'inscription au webinaire, qui est quels fonds indiciels mettre en assurance vie ? Vous en avez un petit peu parlé de ces fonds indiciels. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Et puis est-ce qu'il faut encore une fois le mettre dans une unité de compte d'assurance vie ? Alors, les fonds indiciels, ce sont des fonds qui suivent l'évolution d'un indice. Donc, un indice, ça peut être le CAC 40, donc les 40 principales valeurs françaises. Ça peut être l'Eurostoxx 50, ça peut être un indice américain, ça peut être un indice sur la bourse chinoise, ça peut être un indice sur l'or également. C'est ce qu'on appelle donc les ETF ou les trackers. L'avantage de ces produits, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a pas de frais, les frais de gestion sont très très faibles. En fait, il n'y a pas un gérant qui va gérer le fonds. Ces fonds indiciels, comme son nom l'indique, suivent un indice de référence. Donc c'est automatique. En fait, c'est automatique. Ça suit l'évolution des principaux indices boursiers. Tout à fait, tout à fait. Donc on peut en effet, si votre contrat d'assurance vie, on vient de parler de l'intérêt de fourgousser, ça peut être en effet un des avantages, c'est de passer sur un contrat multi-support qui offre la possibilité d'investir sur ces ETF ou trackers. Qu'est-ce que vous en pensez justement là, c'est moi qui vous pose la question. Il y en a qui sont un petit peu réticents vis-à-vis des fonds indiciels. Ils disent que le souci, c'est qu'en cas de crack, en cas de baisse brutale des marchés financiers, eh bien ces ETF, ces fonds indiciels alimentent la baisse. Oui, en effet, si jamais le marché baisse, comme les fonds suivent exactement l'évolution de l'indice, ils vont automatiquement vendre. Donc ça peut accentuer la baisse, ou en tout cas, ils vont suivre la baisse. Il n'y a aucune valeur ajoutée par rapport à ce que peut apporter un gérant actif qui, lui, va au sein d'une même au sein, par exemple, du marché français, du marché action français, va lui faire des arbitrages pour investir sur les valeurs qui, pour lui, ont plus de potentiel. Donc, si vous voulez à tout prix suivre le marché français, l'action français ou américain, le plus simple, c'est en effet d'aller sur ce type de support. Maintenant, nous, on préfère, comme je le disais en introduction, aller plutôt sur des supports thématiques. Je le disais, je vais répéter, donc tout ce qui est santé, digital, environnement. Et là, on préfère investir dans des fonds où les gérants montrent, en tout cas les performances passées nous montrent qu'ils arrivent à avoir des bien meilleurs rendements que de suivre un indice simplement. D'accord. Alors là, j'ai une question qui a été posée donc en direct via le chat. Pour les contrats d'assurance vie en euros, il y a un manque de transparence sur la rémunération annuelle. On ne peut pas connaître la composition détaillée des actifs. Qu'en pensez-vous ? Alors vous pourriez, si vous interrogez votre assureur, vous pourriez avoir le détail de son fonds en euros. Savoir exactement comment est composé le fonds en euros de la compagnie d'assurance. Vous pouvez tout à fait le savoir. D'accord. Très bien. Donc en fait, il faut demander à son assureur, et son assureur, il est tenu de vous répondre ? Oui, nous, parfois les clients le demandent, on l'obtient à chaque fois. D'accord. Mais c'est parce que ça passe par vous peut-être aussi, non ? Peut-être. Ok. Autre question pour les contrats en unité de compte. Cette fois-ci, il est impossible de verser et de retirer avec des cours limites, ce qui relève de la loterie, surtout en cas de volatilité des marchés. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai. Maintenant, alors c'est vrai, c'est pour ça que là aujourd'hui on parle de l'assurance vie, vous allez peut-être dans la semaine parler du compte titre, autre support d'investissement qui permet d'être beaucoup plus réactif et d'avoir une gestion plus réactive sur les marchés financiers. Maintenant, l'assurance vie, il y a un décalage d'une journée, parce que si vous passez votre ordre d'arbitrage à 11h, il sera fait au cours du soir. Donc oui, vous avez une journée d'écart. Donc il faut vraiment qu'il y ait une très forte volatilité intraday pour que vous soyez pénalisé. Maintenant, quand on fait ce type d'investissement sur des supports actions, on est sur du très long terme. Donc je pense pas que ce soit une journée qui change quelque chose. D'accord.
Alors, il y a une autre question assez basique, mais je pense que c'est important. C'est faut-il souscrire une assurance vie pour un mineur au lieu d'un livret A? Parce que c'est vrai que c'est l'un des avantages de l'assurance vie, c'est qu'on peut ouvrir un contrat au nom d'une personne mineure. Bien évidemment. Bien évidemment. Déjà, tout simplement, depuis le début, passez-moi l'expression, on tape un peu sur le dos du fonds en euros qui rapporte de moins en moins, mais il rapporte toujours beaucoup plus qu'un livret A, de toute façon. Et un mineur, a priori, il n'aura pas besoin des capitaux dans les années à venir. Et on le dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour bien diversifier, il faut intégrer son horizon de placement. Et plus l'horizon de placement est lointain, plus on peut prendre de risques, parce que le risque paye, en tout cas les statistiques le montrent. Et donc pour un mineur, oui, il vaut mieux ouvrir un contrat d'assurance vie, avoir une allocation d'actifs dynamique qui va permettre d'avoir un bien meilleur rendement que le livret A qui doit rapporter 0,5 ou 0,75, je ne sais même plus, parce que bien évidemment qu'on ne le propose pas. Ah bah 0,5. De toute façon, ça peut pas être pire parce que c'est le taux plancher. Quelle est selon vous, donc encore une question qui a été posée en direct par le chat, quelle est selon vous la meilleure répartition de son patrimoine? Alors l'internaute précise entre fonds euros, actions, private equity, liquidité, pierre papier. Il a tout mis. Parfait. Alors, c'est dur, mais je n'ai pas de réponse à apporter à l'internaute. Je suis vraiment désolé. Ça va vraiment dépendre en fait du risque que l'on souhaite prendre. Donc, cette réponse, c'est très compliqué à répondre à cette question parce que, une fois de plus, en amont, avant de faire des placements financiers à nos clients, on essaye de vraiment bien comprendre quels risques ils sont prêts à prendre et pour quel horizon d'investissement. Il n'y a pas de réponse toute faite. Maintenant, on va quand même essayer d'apporter une réponse. Vous le disiez tout à l'heure, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, on va diversifier. Donc, il faut toujours garder une poche liquidité qu'on va trouver à travers le fonds en euros. Donc ça va être 1 an, 2 ans on va dire de rémunération, de besoin de liquidité de la famille. Ensuite, donc on va 20 ou 30% en fonction. On l'a compris, plus on prend de risques, plus l'horizon est loin. Donc, on va par exemple on va commencer après le fonds d'euros, on va prendre de la pierre papier, on va peut-être mettre 20, 30 ou 40% de pierre papier. Ensuite, on va aller sur le support action, pareil, 20 ou 30%. Et pour les plus audacieux, le solde, on pourra le mettre sur des produits structurés et du private equity. Mais une fois de plus, le plus important, c'est de faire ce travail qui consiste à dire, OK, quel risque je suis prêt à prendre ? Si à la fin de l'année, mon conseiller me dit que j'ai perdu 10%, comment je réagis en fait ? Est-ce que je réagis en disant oui, OK, de toute façon, je suis prêt à prendre de risques, donc j'ai compris que ça pouvait baisser, ou bien non, je veux surtout pas que ça baisse. Ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, c'est de se dire, quel est l'horizon d'investissement ? Est-ce qu'il y a une partie des capitaux dont je sais que j'aurai besoin dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour une acquisition immobilière, pour les études des enfants, pour donner un coup de pouce aux enfants qui veulent acheter un appartement, que sais-je ? De toute façon, vous êtes soumis au devoir de conseil. Je rappelle, effectivement, la législation veut que, avant de souscrire un produit, on définisse justement votre profil de risque. Et vous êtes justement, est-ce que vous êtes prêt ou pas à prendre des risques, c'est-à-dire à essuyer une perte, une moins-value, et si oui, jusqu'à quel point. Et puis, il y a aussi l'horizon de placement. Est-ce que vous avez besoin de fonds au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans ? Donc, de toute façon, ce que vous dites, quelque part, la législation vous l'oblige. Oui, mais j'ai pas besoin de la législation, c'est pour moi du bon sens. D'accord, très bien. Voilà. Alors, on va finir par une dernière question d'internaute. Bonjour, vous parliez de rendement de 7 à 8% sur les unités de compte, mais les dernières années, on a connu des rendements négatifs avec perte en capital. Quelle est la volatilité des rendements des UC sur les 10 dernières années ? Ah, ça me colle, ça. Oui, non, parce qu'on a quand même une volatilité moyenne sur le marché action. Alors, en effet, ces dernières années, ça a été bon. Est-ce qu'on doit parler, est-ce qu'on intègre 2020, qui est une année, moi, ça fait 30 ans quasiment que je fais le métier, c'est une année juste exceptionnelle, 2020. Mais en effet, les chiffres nous montrent que sur les 10-15 dernières années, on a 7-8% de rendement si on intègre bien évidemment les dividendes au sein du rendement, donc ce que distribue une entreprise à ses actionnaires. Et la volatilité moyenne est de l'ordre de 17 à 18% sur le marché action. Et ça, c'est vrai depuis toujours. Alors,
Pendant le pic du Covid en mars, on est monté sur des volatilités extrêmes. Il y a un indice, pour rentrer un peu dans le détail, il y a un indice qui s'appelle le VIX qui mesure la volatilité et la crainte. Et là, on a atteint des sommets qu'on n'avait jamais atteints, en tout cas depuis des décennies. Mais sinon, voilà, on a une volatilité de l'ordre de 17 à 18% et historiquement, on obtient un rendement de 7 à 8%. Mais j'en profite, et ça, une fois de plus, on n'a pas besoin de la législation pour ça. Quand on comprend que c'est très volatile, on voit bien qu'on est sur un horizon long terme, et donc il faut être prêt à vivre cette volatilité. D'accord, très bien. Il est 10h, donc on va achever ce premier atelier. D'ailleurs, c'était le premier atelier de Live Invest. Chers internautes, alors effectivement, on n'a pas pu sélectionner toutes les questions. Sachez que vous avez la possibilité, en allant sur la page Live Invest et sur la page du sponsor, donc CG Finance, vous avez la possibilité de poser directement vos questions à Christophe Goudal et ses équipes, alors par mail, bien sûr, et puis après, ils vous rappelleront ou ils vous enverront une question, une réponse, par mail. Merci beaucoup, Christophe Goudal. Merci d'être avec nous et puis profiter de cette journée ensoleillée pour vous. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure et chers internautes, ne quittez pas, on arrive dans 14 minutes. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.